Bonjour Youfi, merci d'accepter cette interview. Est-ce que tu pourrais commencer tout simplement par te présenter? Alors moi c'est Youfi, je suis vidéaste sur la chaîne Tipoui où je parle notamment de féminisme, de transidentité et puis d'autres machins. J'ai 28 ans et puis je crois que c'est à peu près tout. Comme dans les précédentes interviews, je t'ai demandé de choisir quelques mots pour te définir afin qu'on en discute tout le long de cette interview. Donc j'ai écrit lesbienne, trans et féministe. Trans, j'ai hésité avec femme trans, mais ça faisait 2 mots. Et puis c'était déjà couvert dans l'identité lesbienne au final, la notion du fait que je suis une nana. Et féministe, j'ai hésité avec militante, mais c'est vrai que mon combat est principalement centré sur le féminisme et je le vis vraiment plus à travers un prisme de féminisme intersectionnel que de transactivisme. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est être lesbienne aujourd'hui en 2017? C'est une question un peu particulière pour moi, parce que j'ai pas l'impression de me sentir particulièrement opprimée en tant que lesbienne. Du fait de la transidentité qui amène forcément son bagage de transphobie qui est particulièrement violent, alors que les lesbiennes ont plus tendance à fonctionner sous le radar et donc du coup à être genre invisibles. Et du coup à moins, j'ai l'impression, s'en prendre plein la gueule. Bon, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité quand on a un cispassing comme moi, mais voilà. Et lesbienne, ceci dit, c'est quand même vivre un petit peu dans la peur de se faire refuser certaines opportunités. Je pense notamment aux appartements. Quand j'ai dû m'installer avec ma copine en tant que nana, bah du coup, ça a été un moment assez flippant parce qu'on savait pas comment ça allait se passer, etc. Mais sinon, dans l'absolu, je suis assez à l'aise avec ça. Je sais qu'il y a encore énormément de travail à faire sur l'homophobie et la lesbophobie, mais dans l'absolu, moi, je la vis plutôt de façon chill. Et comme c'est une identité qui de toute façon me donne beaucoup de force, j'ai pas de problème à monter au créneau si on m'emmerde à cause de ça. Pourquoi c'est une identité qui me donne beaucoup de force parce que quelque part, ça me donne cette impression d'être dans une sorte de sororité de meufs cool qui couchent ensemble. Donc je sais que dit comme ça a l'air complètement débile, mais en vrai, c'est vraiment quelque chose qui me booste, quoi. Et c'est quoi, du coup, être une femme trans aujourd'hui? Alors, être une nana trans aujourd'hui, c'est pas évident du tout dans le sens où... par rapport à l'identité lesbienne qui peut se vivre, je pense, de façon complètement dépolitisée, j'arrive pas à concevoir comment aujourd'hui on peut être une femme trans sans être politisée. Parce que ça vient avec un tel bagage d'emmerdement, pas la transidentité en elle-même, parce qu'en vrai une transidentité peut complètement vivre genre, très bien en tant que transidentité, mais le problème c'est la société et l'État qui vont genre mettre tellement de problèmes, tellement de complications pour l'accès notamment aux hormones, les sacro-saintes hormones. Et donc là je parle d'une vision de trans dans un parcours médicalisé, mais non officiel. C'est vraiment pas facile et la transphobie est vraiment très présente à tous les étages de la chaîne. Chaque interaction humaine peut être propre à la transphobie. Et même quand on a la chance, entre guillemets, d'avoir un cispassing comme le mien qui permet quand même d'éviter la majeure partie de la transphobie, c'est quand même quelque chose qui va tout le temps être là dans les rapports avec les autres quand ça va commencer à devenir... quand on va commencer un petit peu à parler de sa vie, notamment moi qui ai une chaîne, je suis quand même très out en tant que personne trans. Et au niveau de tout ce qui va être, notamment appel téléphonique, parce que quand tu as une voix un peu grave qui va de toute façon être déformée par un téléphone, tu vas forcément être mégenré, donc il faut mettre des techniques en place pour éviter ce genre de situation, éviter les quiproquos, et voilà. Comment est-ce que tu as su que tu étais lesbienne et trans? Pour moi, déjà, les relations romantiques et sexuelles pendant très longtemps ont été quelque chose de très, on va dire, théorique, dans le sens où ça m'arrivait pas. J'avais déjà une attitude vis-à-vis de mes rapports avec les autres, et notamment avec les nanas, qui était assez spécifique, et mon frangin disait de moi, parce que j'étais très efféminé déjà à l'époque, mon frangin disait de moi, mon frère est pas gay, il est lesbienne. Donc en fait, il y avait juste un problème dans les pronoms.
au niveau de la formulation, mais c'est vrai que cette identité de lesbienne, je l'ai un peu... ça me fait un peu de mal parce que je sais qu'il y a des mecs cis qui font ouais, là, je suis lesbienne, etc. Alors que c'est genre juste une indécence monstrueuse. Mais c'est vrai qu'au final, cette étiquette, même si je me l'accaparais pas vraiment, quelque part, je savais qu'elle résonnait juste. Et en fait, quand j'ai compris que j'étais une nana, bah, l'étiquette était déjà prête. Mon rapport aux autres nanas était déjà fondé. Donc, quelque part, ça s'est fait limite tout seul. Et c'est vrai que ça a été limite, enfin c'est encore d'ailleurs parfois un peu limite en termes de légitimité, parce que je me sens pas assez oppressée en tant que lesbienne. Du coup, je me sens pas assez légitime. C'est vrai que la société a tellement tendance à te dire pénis plus vagin égale hétérosexualité que bah, au final c'est quelque chose qui est difficile à déconstruire sur soi-même. Même si on sait que c'est une connerie, même si on sait qu'on est légitime, et bien malgré ça, c'est vrai que c'est pas évident. Est-ce que tu fréquentes les milieux lesbiens, gays et lesbiens, milieux LGBT, aujourd'hui ou avant ? Je me suis mis à fréquenter des milieux LGBT/queer que quand je m'en suis senti une sorte de légitimité en fait, une sorte de force. Et par conséquent, j'y suis allé que super armé. C'est-à-dire quand j'ai commencé à fréquenter la LGBT là où j'étais déjà très sûr de moi, j'avais déjà beaucoup de savoir sur tout ce qui était transidentité. Et au final, je me suis plus pointé en amenant le savoir que en cherchant du soutien et en obtenant du soutien. Alors c'est vrai qu'après être accueilli, etc., c'était chouette et avoir des êtres humains qu'on connaît pas, qui foncièrement t'acceptent, c'était quand même quelque chose d'assez nouveau et assez curieux et chouette. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de communauté, ça a jamais vraiment été le cas, sauf maintenant, entre guillemets, je suis en train de je commence à être plutôt bien intégré à la communauté queer là où je vis, et sans doute par extension un petit peu la communauté lesbienne. Du coup, où est-ce que tu trouvais les informations sur la transidentité, tout ça ? Comment j'ai réussi à me débrouiller pour trouver les infos ? Bah ça me paraît un peu genre bête de dire comme ça en 2017, mais Internet en fait, quand on se met à rechercher vraiment de façon fouillée, c'est-à-dire en suivant les liens, en se limitant pas au français malheureusement, on finit par trouver les ressources nécessaires, on finit par retrouver des témoignages, notamment sur les prises de parcours hormonaux qui sont pas forcément très connues en France. Quand on a une bonne capacité à rechercher, on peut trouver vraiment pas mal d'infos et au final se déconstruire à la maison. C'est quoi la spécificité d'être trans et lesbienne ? Donc déjà la légitimité, parce que comme on est assigné homme à la naissance, on est formé par la société à être attiré par les nanas. Donc du coup, c'est vrai que autant notre identité de genre, une fois qu'on l'a acceptée de façon légitime, on sait qu'on l'a déconstruite par rapport à ce que la société a essayé de nous imposer. Autant l'orientation sexuelle, on sait que quelque part, on a toujours été amené à être attiré par les nanas. Donc ça, c'est le premier point qui ramène la légitimité. Et ensuite, tout simplement, on n'est jamais à l'abri d'une nana transphobe. Alors ça, c'est la même chose que dans les rapports hétéros. Mais je pense qu'il y a sans doute plus cette peur de... En fait, je vois pas la différence que ça peut avoir avec un rapport hétéro. En termes de rejet de la personne trans, de par son équipement, on va dire, génital, la plupart du temps, quand les personnes l'ont gardé, quoi. Quand on est avec les bonnes personnes, entre guillemets, c'est vraiment des choses qui vont se faire toutes seules, et je sais que c'est pas la même façon d'appréhender une relation hétéro. Notamment sexuellement, je sais que, genre, sur les relations que j'ai eues avec des nanas qui avaient eu des relations avec, genre, les deux genres, je sais que j'ai eu un retour en mode, je couche avec toi comme si j'étais avec une fille, et t'as une façon de, genre, d'appréhender le sexe qui est une façon de nana. Même si, bien évidemment, c'est comme si j'étais tout le temps équipé avec un strap-on, mais dans l'absolu, ça fonctionne. C'est assez bizarre de se demander comment ça fonctionne, d'appréhender la façon dont ça fonctionne quand on le vit pas, mais en vrai ça fonctionne. Est-ce que tu accepterais de nous parler un petit peu de ton ou tes coming out ? Il y en a eu plusieurs, j'ai fait ça par cercle, ça s'est toujours bien passé. Alors, en sachant que j'ai pas forcément fait mon coming out à tout le monde, mais les personnes à qui j'ai pas fait mon coming out, c'est tout simplement des personnes avec lesquelles je n'interagis plus. Donc il n'y avait pas de sens de leur dire hey coucou, en fait je suis une nana. Bon, aucun intérêt. Je dois être un cas un peu particulier parce que j'ai perdu personne en route. J'ai perdu littéralement aucun ami, aucun membre de la famille, j'ai perdu personne.
tout le monde a accepté le changement, entre guillemets, qui n'en était pas un, mais c'est pas grave, on va dire la révélation. Mes parents se doutaient de quelque chose sans doute, mais pas dans cette genre zone-là. Je sais que mon père m'avait pris entre quatre yeux à un moment, genre à 17 ans, en mode, tu sais, si tu es gay, c'est bon, on peut en parler. C'était juste la question qui était mal formulée. J'étais effectivement lesbienne, mais c'était bon, voilà. Et puis moi, de toute façon, au moment où il y a eu cette discussion, j'étais pas prête, je savais déjà pas vraiment qui j'étais, donc j'avais pas encore les clés en main pour genre mettre des mots sur qui j'étais et sur comment j'allais vivre. Alors, je l'ai su une première fois, genre très très jeune, genre vers 6-7 ans, et j'ai bien refoulé comme il faut. Et ça a mis 24 ans à être vraiment sûr, en sachant que de 22 à 24, je me considérais comme gender fluid. Donc du coup, les parents, j'ai dû faire un coming out en 2 étapes, ce qui est assez ennuyeux. Du coup, j'ai dû faire un coming out de gender fluid, et quelques années plus tard, j'ai dû faire mon coming out en tant que, bon, bah voilà, je suis une nana trans, je vais prendre des hormones, tout ça, ça va être chouette, et puis voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je me rappelle même plus, c'est devenu assez vague, et pourtant c'était il y a pas si longtemps que ça. Je crois que j'ai fait mon coming out par téléphone en vrai. Je crois que j'ai dit, ouais, allô, en fait, voilà, on va se voir aux prochaines fêtes, donc bah en fait, bon, bah je suis une nana trans, donc je vais venir, je serai visiblement une nana, quoi, c'est... Voilà. Il y avait déjà eu quelqu'un dans la famille qui avait fait son coming out trans pas longtemps avant, et c'est ce qui m'a décidé à me lancer en fait pour pas laisser cette personne seule. Genre, je me suis dit, bah merde, je suis en train de fonctionner dans le placard, cette personne est en train de monter au créneau, en plus elle est plus jeune, moins expérimentée, bon, je vais y aller, et puis avec un peu de chance, ça permettra de... Surtout que j'ai cette habitude d'essuyer les plâtres pour les gens. C'est pas agréable, mais on s'y fait en fait. Et du coup, quand on voit qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de se manger le travail de débroussaillage, ça fait un peu mal quand on se dit qu'on peut aider, que déjà un coming out, c'est jamais facile. Ensuite, exprimer qui on est, c'est vraiment pas évident, quoi. Surtout quand les seules choses auxquelles, en général, les personnes à qui on fait notre coming out ont été exposées, c'est genre un vague documentaire à la télé, voilà. Et c'est vrai qu'arriver et poser cette parole en disant en fait je change pas du tout, je vous dis juste qui je suis en dedans, ça va rien changer à ma personnalité parce que j'ai toujours été cette personne-là en fait. Je me permets juste une expression de genre différente. Et c'est vrai quand on passe ce message de je me permets juste cette expression de genre qui est différente et au final je suis toujours la même personne. Certes, il va y avoir des changements physiques sans doute, corporels ou vestimentaires, il y a toujours quelque chose dans l'apparence qui change. En général, c'est pas tout le temps le cas. Ça ne va rien changer, je suis toujours la même personne. Il n'y a pas un fils qui meurt et une fille qui apparaît de nulle part, c'est genre, j'ai tout le temps été votre fille. Comment est-ce que tu as choisi ton prénom ? Je suis une personne qui a eu un profond rejet de la personne qu'elle était avant. Parce qu'il y a des trucs que j'ai fait quand j'étais gamine / adolescente dont je suis pas fier du tout et que j'enterre sous cette espèce d'identité de genre ah mais non mais tout va bien, c'était un mec avant, c'est pas moi ça, voilà, bon. C'est pas très bien mais voilà. Et du coup il y a eu un violent rejet quand j'ai pris conscience de qui j'étais, en plus j'ai été obligé de vivre 2 ans dans le placard parce que j'étais dans un endroit complètement paumé, rural et tout, j'avais besoin de force mentale et dire que j'étais en fait une nana trans, ça aurait été plus ou moins signer mon arrêt de mort, donc je le sentais pas, et puis même si ça l'avait pas fait, la période était tellement stressante que je me sentais moyen de changer mon cocktail hormonal à ce moment-là. Comme je m'inscrivais dans cette rupture totale de cette identité que j'avais usurpée pendant si longtemps, il était hors de question que j'attende en fait pour trouver un prénom. Le prénom je l'ai trouvé genre 1 an et demi, 2 ans avant de faire mon coming out à mes parents. Je vivais complètement dans le placard, il y avait que ma copine qui était au courant, copine qui savait très bien depuis le début qu'elle s'était mise avec une nana, même si moi à ce moment-là j'étais pas encore tout à fait certaine de qui j'étais et où étaient les frontières. Quand on est vrai avec les autres, des fois c'est plus facile pour elles de comprendre qui on est, parce que bah, on essaye déjà de pas être trans, parce que c'est rarement une vie rigolote, donc enfin voilà. C'est vrai que c'est une identité qu'en général on cherche à pousser le plus loin possible, et c'est pour ça que je dis des fois aux gens, les pires juges qu'on va avoir, c'est pas ceux qui sont dans les tribunaux, en fait, c'est nous-mêmes, c'est quand on réalise et quand on dit voilà en fait je suis une personne trans, ça en coûte tellement juste pour arriver là que ça peut être que légitime en fait.
Du coup, le prénom, il était déjà choisi. J'ai mis un petit peu de temps, enfin j'ai eu pas mal de temps à le choisir. C'est vrai que du coup, j'ai demandé un petit peu ce que ma copine en pensait, mais c'est à peu près tout. Est-ce que tu aurais des conseils pour faire son coming out? Insister sur le fait qu'on ne change pas, qu'on a tout le temps été la même personne, ça pour moi c'est vraiment le truc, voilà. Si vous habitez chez vos parents, qu'il y a un risque que vous fassiez mettre dehors, je dirais bien prévoyez le pire et ayez une valise déjà prête au cas où vous devez genre fuir à toute vitesse, parce que c'est un peu genre chiant de le dire, mais la société est genre pourrie et des fois il y a des réactions très violentes au coming out, donc faites gaffe. Pareil, si vous avez pu faire votre coming out à quelqu'un avec qui vous êtes très proche, qui pourra genre vous soutenir au cas où ça dérape, c'est quand même le mieux. Parce que être entouré, au final, c'est l'ingrédient pour s'en sortir vraiment bien et je dirais même facilement en fait. Si vous êtes entouré, ça va vraiment le faire. Éventuellement, mentez sur la chirurgie. Si vous voulez une chirurgie, n'hésitez pas à mentir. Ça permet tout de suite de dramatiser. Ah non, mais moi, oh là là, changer d'appareil génitaux, non, non, ça me fait beaucoup trop peur, je suis à l'aise avec cette partie de mon corps. Voilà. Mentez sur cette partie-là. Ça peut carrément dédramatiser le truc. Et puis au pire, si vous faites une chirurgie, vous leur dites même pas. Je veux dire, c'est vos parents, a priori, il y a peu de chances qu'ils aient besoin de savoir. Pour les mineurs. Déjà, les médias vous mentent. Tout le délire en mode ouais, non, mais les hormones avant 16 ans, non, c'est genre les parcours hospitaliers qui vendent ça, c'est de la merde. L'histoire de on n'a pas les retours, si, on a des retours très clairs de ce qui se passe quand on fait la puberté qu'on n'a pas voulu et qu'après on essaye de la récupérer hormonalement et chirurgicalement derrière. Donc aux mineurs, je dis toujours, foncez. Vous êtes encore jeune, essayez de vous procurer les hormones, allez voir des assos LGBT, truandez dans tous les sens, passez à côté des chemins légaux. Voilà, j'ai envie de dire, jouez la punk. Mais sinon, au niveau des parents, je dirais, essayez de trouver un généraliste qui comprenne. Si vous avez moyen d'avoir quelqu'un dans votre famille qui est plus âgé et qui permet genre d'avoir une sorte d'argument d'autorité pour vous aider auprès du Toubib, ça serait cool. Pour ce qui est refuge, etc., le truc c'est qu'ils sont tellement surpeuplés et tout que c'est quasiment impossible d'avoir de l'aide des trucs officiels. Mais comme vous êtes jeune, avec un peu de chance, vous maîtrisez genre Twitter, ce genre de choses. Il y a des personnes comme Cordelia et moi qui vont relayer cette parole en fait, et qui vont essayer de la transmettre au maximum de gens pour essayer de vous trouver quelque chose. On garantit pas que ça fonctionne, mais il y a pas mal de personnes qui sont là, prêtes sur internet à faire fonctionner genre leur réseau pour essayer de vous trouver genre quelque chose de physique pour genre vous sauver la mise. Comment est-ce que tu définis ton féminisme et quelles sont tes positions phares? Je définis mon féminisme déjà en 2 mots, radical et intersectionnel. Alors je sais qu'on fait dire beaucoup de choses au féminisme radical, genre les TERF, donc trans exclusionary radical féministes, qui se disent comme radicales, et qui en fait sont des nanas allumées de l'alt-right, qui sont d'ailleurs régulièrement pas des nanas mais des mecs blancs qui font « Ah là là, je suis une nana féministe sur internet ». Bref, féminisme radical parce que c'est pas en faisant « Oui, non, on veut juste une augmentation de salaire pour être genre l'égal des hommes qu'on va faire avancer le truc ». Je veux dire, le féminisme a besoin de s'imprégner dans l'intégralité de la société, a encore énormément de chemin à faire. C'est simple en fait, le sexisme est partout, du coup il y a besoin du féminisme partout. On peut pas avoir trop de féminisme. C'est pas possible. Notre limite, c'est être l'égal des personnes qui sont au-dessus, donc l'égal des hommes. À partir de ce moment-là, on peut pas faire trop. Le trop, ça sera l'égalité. Donc. Et intersectionnel parce que, déjà, en tant que nana lesbienne et trans, je suis déjà une jolie intersection. Et ensuite, le féminisme blanc, bourgeois, 6-7, ça va 5 minutes, quoi. Je veux dire, ça aide une poignée de nanas et c'est tout. Et je pense que c'est complètement une erreur de se focaliser uniquement d'abord sur les nanas 6-7 blanches hétéros en disant, oui, non, mais les autres, il y aura bien le temps après. Non, il faut avancer sur tous les fronts, tout de suite, avec la même puissance, et voilà. Je suis réglementationniste sur le sujet de la prostitution, et pas abolitionniste, parce que je considère que le mon corps, mon choix, ça s'applique aussi aux travailleuses du sexe, en sachant que je trouve complètement con les gens qui disent oui, non mais tu comprends, on peut pas, genre, vendre le corps d'une femme. Écoute, si tu bosses dans une sidérurgie pour un employeur au SMIC, tu vends tout autant ton corps qu'une nana qui fait des passes, quoi. C'est exactement le même délire, sauf qu'il y en a une qui est complètement mise au banc de la société, ce qui est absolument scandaleux, et qui est absolument pas protégée par l'État, ce qui est absolument scandaleux, et qui est absolument exploité par l'État, par tout ce qui est violence policière, etc., ce qui est également complètement scandaleux. Donc voilà, de toute façon, essayer d'interdire les trucs, ça marche pas, la prohibition, ça ne marche pas, que ce soit pour genre la prostitution ou les drogues, ça ne fonctionne jamais. Donc au bout d'un moment, il faut essayer d'arrêter de sortir des trucs, quoi.
Alors, la prostitution forcée, je suis bien évidemment contre, mais c'est pas en l'interdisant que on va faire avancer le truc. Après, je suis pro-choice pour ça, mais je suis pro-choix aussi pour tout ce qui est, bien évidemment, avortement, accès à la contraception, etc. J'allais rajouter, je suis pour castrer tous les mecs, mais je suis pour que la contraception puisse être accessible également aux personnes disposant d'un pénis, et qu'on arrête d'arrêter les recherches en mode « Ah oui, mais non, ça lui fait des changements de l'humeur et de l'acné ». Non mais ça va, quoi, il y a des meufs qui meurent à cause de leur pilule, au bout d'un moment, faut peut-être... parce que des mecs, voilà, leur vie est pas... plus importante. Et comment tu es devenue féministe? En vrai, j'en sais tellement rien que je comprends pas comment on peut être une nana et pas féministe. C'est quelque chose qui me sidère complètement. Donc, comment je suis devenue féministe? On va dire que ça s'est fait naturellement. En plus, mes prises de position, genre fondamentales, ont pas bougé. C'est quelque chose sur lequel je suis très sûr. Ça veut pas dire que je remets jamais mon avis en question. Mon avis a beaucoup changé sur beaucoup de choses. Et ma conception du féminisme a aussi changé quand je me suis retrouvé entre guillemets du mauvais côté de la barrière du patriarcat. Je suis né femme et puis je suis sans doute né féministe aussi. Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer au quotidien en tant que femme, lesbienne, trans et féministe? C'est vrai que j'ai pris quand même 3 identités qui sont... Enfin, j'ai choisi 3 mots pour me décrire, qui sont toutes les 3 sources d'oppression, en fait. C'est pas top. Mais même si je le vois pas comme ça, en vrai. Quand t'es une nana trans et lesbienne, je pense que tu vas avoir tendance à faire ton coming out plus tard. Parce que si j'avais aimé les mecs, en fait, il y aurait eu quelque chose qui se serait réveillé rapidement, de l'ordre de il faut faire un coming out parce que. Et du coup, il y aurait eu une remise en question de l'identité. Donc ça, c'est une difficulté. Pas une oppression, mais c'est une difficulté. J'ai souvent tendance à être genre la féministe joy kill, en fait. Genre la nana en face à laquelle, ah, on peut plus rien dire, ou on peut plus rigoler avec toi. C'est vrai que c'est... Ça a souvent tendance à être moi, mais c'est vrai que comme j'ai tendance à évoluer principalement dans des milieux queer maintenant, parce que, après tout, pourquoi évoluer dans d'autres milieux? Je peux faire toutes les blagues misandres que je veux et c'est vachement chouette. Comment est-ce qu'on peut aider? Comment être un bon allié? La question du bon allié, on va passer au-delà de tout ce qui me paraît évident. Donc respect des pronoms, ne pas remettre en cause la légitimité de la personne, l'appeler par son bon prénom, enfin, ne pas mégenrer, ne pas demander l'ancien prénom, ne pas demander si la personne veut de la chirurgie, etc. Donc, on a fait. Donc tout ça, on va écarter, on va partir du principe que c'est acquis. Alors que ça l'est rarement, mais en vrai, tout ça, voilà, la personne que vous avez en face de vous est une vraie personne avec sa vraie intimité et n'est pas un sujet de curiosité. Bon, ça c'est posé, vous avez intégré ça, déjà, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Et ensuite, si vous voulez donner un coup de main supplémentaire, il faut souvent demander au cas par cas, en fait, qu'est-ce que je peux faire pour toi, etc. Mais dans l'absolu, en tant que personne non concernée, déjà, vous pouvez reprendre les autres personnes non concernées qui disent des conneries. Alors, je sais que ça demande du courage et tout, mais en vrai, vous entendez du sexisme, vous intervenez, vous entendez genre de la transphobie, vous intervenez, vous n'êtes pas obligé de faire genre une transidentité 101, personne vous demande ça. Mais c'est vrai que dire, non mais en fait, ce que tu dis c'est au faux sang, quoi. Ces personnes existent et elles sont... Voilà, c'est pas des monstres, quoi. Elles ont le droit d'exister. Et si on te dit, ouais, non, je trouve que c'est une abomination, pourquoi tu trouves que c'est une abomination? Après, vous pouvez rentrer dans le sujet et, en général, poser des questions simples et essayer de mettre les gens face à leurs conneries. Ça marche bien. Il y a quelque temps, tu as ouvert une chaîne YouTube, dont je mettrai le lien, bien évidemment, dans la description. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer et quelles étaient tes craintes en te lançant sur YouTube? Je me suis lancé en réaction à la énième vidéo d'une personne trans francophone que je trouvais qu'avait... Le truc, c'est que quand on est sur YouTube et qu'on est une personne trans et qu'on parle de transidentité, il y a immédiatement un argument d'autorité qui se crée. Et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de remise en question, il n'y avait pas une approche suffisamment politisée. Enfin, il manquait quelqu'un en fait sur le créneau militant. Je pouvais être utile et par conséquent, je le devais. Donc du coup, c'est par sens du devoir que je suis arrivé sur YouTube. C'est par sens du devoir que je fais beaucoup de choses en termes de militantisme, parce que je me dis que j'ai pas le choix et que... qu'il faut que je le fasse parce que j'ai la capacité de le faire. Et est-ce que j'ai eu peur? Ouais, dans ma tête, le déchaînement de haine se déclencherait quasiment immédiatement, ce qui n'a pas été le cas en fait. Donc je pense que j'ai tout simplement pas encore assez de visibilité. Je savais qu'en tant que nana, en tant que nana trans, en tant que nana trans lesbienne, qui le dit, qui a pas peur, je sais que ma personnalité va forcément, à un moment donné, déclencher une tempête de violence et de haine. C'est obligé, le cyberharcèlement. Je me suis dit que j'étais suffisamment forte pour y résister et je me suis dit aussi que de toute façon il fallait que je le fasse. Parce que au final, en vrai dans ma vie, je m'en prends pas tant plein la gueule que ça. Je veux dire, en tant que nana trans, je suis vraiment plutôt privilégié. Du coup, j'ai la force de mener ce combat et du coup, je m'en sens le devoir pour
toutes celles et ceux qui n'ont pas la force de le faire. Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'amour. Donc c'est waouh, c'est guimauve puissance 10 millions, quoi. Et juste après ça, y a la lutte. Des fois, on me décrit comme une personne passionnée, je vois pas du tout pourquoi. Est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes qui t'écoutent aujourd'hui? Vous êtes légitime, vous êtes forte, vous êtes genre, toutes et tous bello. Accrochez-vous, entourez-vous, et vous allez y arriver, quoi. Puis sinon, je suis là. Je remercie beaucoup Youfi pour cette interview. Je vous invite bien évidemment à aller consulter sa chaîne YouTube. Elle fait des choses vraiment très intéressantes. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, même si c'était un petit peu long. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à laisser un commentaire avec votre propre expérience. On se retrouve au plus vite pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.